On va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va discuter aujourd'hui de comment intégrer l'impact social dans sa stratégie d'engagement. Je m'appelle Alexandre Belliti, je suis le fondateur de Clini et j'ai le plaisir d'être là avec Aude Bourgeois et Daphna Mouchnik. On va du coup vous parler de nos histoires engageantes et on va commencer par se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Aude Bourgeois, je travaille depuis 4 ans pour les Cafés Joyeux. Alors les Cafés Joyeux, qu'est-ce que c'est ? C'est une famille de cafés-restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc dans nos cafés-restaurants, les employés sont porteurs de trisomie 21, sont atteints de troubles cognitifs, autistes. Et ce projet a vu le jour pour vraiment répondre à cette demande de l'emploi de personnes en situation de handicap. C'est vraiment suite à une rencontre entre notre fondateur et un jeune autiste qui lui a réclamé du travail. C'était vraiment un cri du cœur. Je veux être utile, je veux exister dans ce monde de travail. Et depuis 6 ans que l'on existe, nous avons 15 cafés-restaurants partout en France, 150 équipiers joyeux, c'est comme ça qu'on les appelle, nos équipiers joyeux en situation de handicap. Et pour nous financer, nous avons aussi développé notre propre marque de café, de thé, des services de machines que l'on vend sur Internet et aussi, évidemment, aux entreprises. Merci. Alors, moi, je suis Daphna Mouchnik, je suis travailleuse sociale de formation et j'ai créé en 2007 un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes en situation de handicap âgées ou pas. Voilà, parce qu'en fait, en réalité, les personnes âgées auprès desquelles nous intervenons sont en réalité en situation de handicap avant d'être âgées, sinon elles ne nous feraient pas venir. Et ces personnes-là souhaitent continuer à vivre à domicile. Donc, le projet, c'était, quelle que soit leur situation économique, familiale, essayer de rester le plus possible en adéquation avec leur choix de vie et leur permettre de continuer à vivre chez elles. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, je ne le fais plus toute seule. Je suis accompagnée d'une équipe de près de 200 salariés, donc plus de 160 auxiliaires de vie. Voilà. Le pari était d'arriver, mais j'en parlerai un peu après, à les faire travailler à temps plein, tout ça, que ce soit des emplois quand même de qualité au regard du service qu'elles rendent à notre société. Et c'était déjà un sacré challenge. Et de travailleurs sociaux, coordinateurs sociaux qui m'entourent pour accompagner quotidiennement 1000 personnes à Paris à continuer à vivre chez elles, malgré leur situation parfois un peu compliquée. Merci Damna. Alexandre Belliti, du coup je suis le fondateur de la société Clini, une société qui existe depuis un peu plus de 11 ans maintenant. On est spécialisé dans le nettoyage de bureaux à Paris et dans sa petite couronne. La propreté en France, c'est 600 000 collaborateurs. C'est la corporation la plus précaire, donc la corporation qui embauche 600 000 agents d'entretien. C'est assez méconnu. On a beaucoup parlé des invisibles, les agents de propreté en font partie. Et la mission de Clini, c'est de redorer le blason du métier de service de propreté et de valoriser cette activité qu'est le nettoyage et les activités liées à la propreté. Ce qui veut dire globalement former, accompagner, payer en temps et en heure et garantir une qualité de vie et un niveau de vie acceptable pour nos agents. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 500 collaborateurs. On est une entreprise en croissance et qui essaie de se faire une place on est encore un tout petit acteur dans un marché colossal en France et en Europe. On va démarrer en discutant de l'impact social et des différents niveaux de cet impact. Aude, je te laisse la parole. Alors, chez Café Joyeux, on définit l'impact social sur plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'impact social individuel. Le premier, le plus naturel, évidemment, c'est l'impact social individuel auprès des équipiers joyeux en situation de handicap, puisque ce sont des personnes qui, très souvent, sont dans ce qu'on appelle le secteur protégé, dans des établissements adaptés, des ESAT. On a la chance en France d'avoir l'État qui met beaucoup d'argent dans le secteur protégé. Nous, Café Joyeux, nous sommes une entreprise ordinaire. Donc, nous, notre modèle
Et encore une fois, tout le monde ne peut pas venir travailler dans une entreprise ordinaire. Les deux mondes ne s'opposent pas. Par contre, ce que l'on pense, et l'ADN de Café Joyeux, c'est bien de se dire qu'on peut créer de l'impact et que certaines personnes en situation de handicap, quand elles le souhaitent, si elles sont bien formées, bien accompagnées, elles peuvent sortir de ce secteur protégé pour venir en entreprise ordinaire, créer de la valeur, comme dans toute entreprise. C'est le défi d'une entreprise d'être à l'équilibre économique. Et c'est par leur travail qu'elles s'épanouissent, qu'elles deviennent plus autonomes, qu'elles prennent un appartement, qu'elles passent leur permis de conduire. On a vraiment des exemples très concrets. Donc l'impact social, il est au niveau individuel. Le premier impact, c'est pour nos équipiers Joyeux. Ensuite, c'est aussi pour les collaborateurs de Joyeux, puisque nous avons 150 équipiers en situation de handicap et nous sommes une cinquantaine d'encadrants dans les cafés-restaurants et au siège. Et donc pour ces personnes-là, les personnes de nos équipes, l'impact, c'est avant tout le sens qu'elles ont dans leur travail. Ça change le quotidien de savoir qu'on se lève le matin avec le but c'est quoi l'impact finalement? C'est de vouloir changer des vies. Alors ok, c'est peut-être très ambitieux, mais c'est ça, et c'est par nos actions qu'on arrive petit à petit concrètement à changer des vies. Et puis il y a l'impact aussi qu'on a auprès des personnes qui soutiennent Café Joyeux. Vous tous, vous pouvez vous engager, créer de l'impact en nous aidant. On a beaucoup d'entreprises qui passent et qui se mettent à boire du Café Joyeux. Chaque jour, finalement, il y a un peu d'impact aussi dans les entreprises, puisqu'elles soutiennent ce projet, elles sont engagées. Et puis, ça c'était l'impact individuel. L'impact, il est aussi évidemment sociétal, puisque la volonté de Café Joyeux, c'est aussi de changer le regard sur la différence, de porter un regard positif sur le handicap et de pouvoir pousser la porte d'un Café Joyeux, d'être accueilli par un équipier en situation de handicap et de faire tomber les préjugés. Alors, moi, je ne vais pas vous donner de définition parce que je ne suis pas très très bonne en définition, mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier impact de mon service, comme celui de tant d'autres services d'aide à domicile, c'est d'abord de soutenir la population en situation de handicap et âgée, comme je vous l'ai expliqué, et d'être dans leur choix et d'essayer de leur permettre de continuer leur vie le plus normalement possible. Ça, c'était le premier projet quand je me suis lancée dans cette aventure. Et ce qui a été assez incroyable pour moi, parce que je me suis improvisée chef d'entreprise, c'était il y a 17 ans maintenant, c'est que je n'imaginais pas qu'en fait, derrière ce projet, ou sous cette cause, c'était comme des poupées russes et qu'il y aurait plein de causes à défendre. Donc la deuxième cause, ou le deuxième objet en fait de nos attentions, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est la situation des auxiliaires de vie et des aides à domicile dans notre pays. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, comment est-ce possible de revendiquer, d'avoir une action sociale en direction de personnes âgées et d'accepter qu'elles soient les victimes collatérales de mes bonnes intentions. Et c'est vrai que c'est facile de se dire que c'est comme ça, c'est la vie, c'est du travail fragmenté, tout ça. Et nous, en fait, on s'est dit que c'était pas acceptable cette situation et qu'on allait essayer avec nos petits leviers de prendre le contre-pied et d'essayer de proposer des emplois de qualité avec les moyens dont on disposait. Il faut savoir que Logivité, le service que j'anime, essaye d'accompagner tout le monde. Donc on n'est pas libre sur nos tarifs, sans quoi les personnes auraient un reste à charge trop important. Ils sont soutenus par les départements. Donc du coup, on est très contraints. Néanmoins, on a tous une petite marge de manœuvre. Donc l'idée, ça a été d'abord de proposer des CDI dans un secteur, il y a 17 ans, qui était majoritairement composé de CDD, de proposer des temps pleins dans un secteur où, en fait, on nous demande toujours de venir au même moment, le matin, le midi, le soir, et puis il y a des trous le reste du temps. Et puis après, de se dire, mais en fait, il y a un vrai problème de formation. En fait, nos métiers n'attirent quand même pas beaucoup de monde. Et puis voilà, on a du coup des gens plutôt de bonne volonté qui se présentent pendant les séances de candidature, mais qui n'ont pas de formation initiale. Donc de se dire qu'on va les accompagner pour devenir de vrais professionnels et d'avoir vraiment tout le bagage et tous les outils pour accompagner le mieux possible les gens. Et puis en fait, on se rend compte que
ceux ou celles qui nous rejoignent dans cette aventure, c'est essentiellement des femmes. 98% des auxiliaires de vie sont des femmes. Donc, souvent des femmes en situation monoparentale, toutes seules avec des enfants et tout. Donc, du coup, voilà, c'est encore une autre cause qu'on a embrassée, celle des femmes, de leur pouvoir économique, de leur désir d'émancipation. Voilà. Et en fait, on a comme ça un peu... de fil en aiguille, découvert, là, il y a une autre poupée sous la poupée, la question des sans-papiers, de l'obtention des cartes de séjour. Là, il y a une promesse qui a été faite par le président de la République pendant la crise Covid, qui était de naturaliser les travailleurs étrangers en situation régulière, qui avaient été... au front, hein, enfin vraiment, et courageux. Bon, voilà, essayer de faire en sorte que cette promesse soit honorée, parce que c'est quand même très compliqué administrativement pour y accéder. Voilà, donc, en fait, dans quelque chose qui semble tout simple, en fait, il y a plein de petites poupées russes. Là, je ne voulais pas toutes les développer, mais en fait, c'est ça que je trouve assez fantastique. C'est d'avoir la possibilité, chacun, comme tu le disais, chacun à notre niveau, de pouvoir jouer sur les espaces qui sont les nôtres pour rendre la vie meilleure, en tout cas des gens avec qui on est en contact. C'est compliqué de changer le monde, mais en tout cas de changer un peu son monde, c'est possible. Je souscris totalement et je vais éviter d'être redondant. On a des problématiques qui sont très proches chez Cligny. La mission sociétale, sociale de l'entreprise telle qu'on la conçoit chez Cligny, c'est tâcher de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent chez nous puissent se sentir accompagner, encadrer, aider et globalement de participer avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'a que notre rôle d'employeur à améliorer le quotidien de chacune des personnes qui travaillent avec nous. Il y a une autre mission qu'on se fixe et que je me fixe à titre personnel aussi, c'est de promouvoir, c'est déjà de sensibiliser. Nous, on a un marché qui est extrêmement profond dans lequel il y a plus de 15 000 entreprises avec des pratiques historiques assez délétères, globalement une pratique capitaliste très agressive au détriment souvent de personnes qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas promouvoir, ou en tout cas mettre en lumière certains comportements. Et du coup, l'idée, c'est de transformer les choses par l'action en essayant d'avoir une forme d'exemplarité, ce qui n'est pas toujours facile, ce qui est un chemin permanent, continu. Et évidemment, on progresse au quotidien sur ce sujet-là. En tout cas, l'impact social, clairement, in fine, il traite du quotidien de chacun. Donc, il s'agit de rentrer ensuite à un niveau très granulaire et surtout de co-construire avec les personnes concernées. C'est primordial de ne pas le faire en chambre en essayant d'apporter la bonne parole. Co-construire au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, donc chez nous les agents d'entretien, avoir un quotidien de meilleure qualité. Donc on a quelques gros sujets comme le travail en journée, évidemment la paye en temps et en heure, une paye juste et dans une temporalité qui soit... Dans notre secteur, la paye historiquement, elle est faite au 11 du mois suivant. Pas très pratique quand on a un loyer à payer. Donc chez Cligny, on paye au 30 du mois en cours. Ça paraît idiot, mais ça participe de manière très concrète à l'amélioration du quotidien des personnes. Évidemment, avoir une paye juste, éviter les erreurs de paye, payer les heures complémentaires, supplémentaires, ça paraît idiot, mais c'est quelque chose qui n'est pas systématique dans notre secteur, et je pense dans les métiers de service en général. Et puis après, avoir participé à des perspectives, donner des perspectives aux gens, être formé, accompagné, pouvoir prétendre potentiellement à évoluer dans d'autres domaines ou à progresser dans le secteur, ça participe tout ça de l'impact social. Et l'idée, c'est de mettre cet impact-là au même niveau que les enjeux économiques de l'entreprise. On va poursuivre sur la mesure de l'impact. Donc, comment mesurer cet impact de manière concrète ? Alors, très compliqué. On a des cas très concrets, puisque je vous disais, nous, on accompagne nos équipiers joyeux en situation de handicap, on les forme. On a notre propre CFA, centre de formation, donc, qui délivre un CQP, un diplôme, au bout de 2 ans. Et un des très bel exemple, très concret, on n'est pas encore dans la mesure, je vais y venir, c'est une de nos équipières qui maintenant est allée travailler chez un traiteur. Donc elle a quitté Joyeux pour pouvoir aller travailler ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment très concret, puisque voilà, on est là
on forme, on accompagne, on offre un CDI, et ensuite, chacun est amené à aller travailler ailleurs. La mesure d'impact, aujourd'hui, Café Joyeux est une entreprise agréée ESUS, on fait partie donc entreprise à mission, secteur de l'économie solidaire et sociale. On travaille sur la mesure d'impact de manière très précise, avec les SEC notamment. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur la mesure d'impact, il y a deux façons de voir les choses. Il y a d'abord les économies qui sont réalisées pour les pouvoirs publics sur des personnes qui ne sont plus prises en charge dans le secteur protégé, je l'ai dit, mais qui, par leur travail, créent de la valeur et finalement sont elles-mêmes acteurs et se payent à la fin du mois. On les paye à la fin du mois en CDI. Donc ça fait des économies pour la société. Et puis derrière, c'est aussi de la création d'impact valorisé. Donc ça, on est en train d'y travailler avec des études et des psychologues. On fait régulièrement auprès des équipiers joyeux, quand ils intègrent Café Joyeux, des questionnaires. Donc c'est évidemment, comme tout ce qui relève de l'humain, c'est des données très sensibles. Il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on mesure. Mais en tout cas, on l'illustre par des observations très concrètes de personnes qui changent au bout de 5-6 mois passés au sein des Cafés Joyeux, avec d'autres équipiers joyeux, en étant accompagnés avec toute la bienveillance nécessaire. Et on quantifie aussi avec ces études, ces questionnaires qui sont réguliers au cours de la vie dans l'entreprise des équipiers joyeux. J'ai un exemple très concret d'une jeune fille qui a intégré Café Joyeux au tout début à Rennes. C'était le premier café. Cette personne, elle ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux. Donc quand on est recruté pour être dans la restauration, c'est un petit peu embêtant de regarder ses pieds comme ça et d'accueillir les gens sans pouvoir les regarder. Au bout de 6 mois, cette personne, elle a réussi. Voilà, elle était en confiance. Le manager l'a accompagnée. Elle a réussi, elle accueillait les convives en leur disant « Bienvenue au Café Joyeux ». Elle cuisinait, parce que nos équipiers sont polyvalents. On les forme au métier de la restauration. Toute la polyvalence, à la fois en caisse, en cuisine, en salle. Et donc, juste ça c'est de l'impact. Parce que, voilà, il y a une prise, il y a de la confiance qui a émergé pour que cette jeune fille puisse regarder les gens dans les yeux. Et ça, c'est très concret. Alors, moi, j'ai vraiment une très, très, très bonne nouvelle à vous communiquer. C'est que cette histoire d'impact social, que je n'aurais jamais su nommer comme ça au moment où j'ai créé ce service, parce que c'était en 2007 et qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Hein. On avait quand même des coups de retard. Mon service, en fait... il a été ESUS avant la création de l'ESUS, en fait. Moi, j'avais créé mon SARL, puis d'un seul coup, tout le monde me regardait comme si j'étais une horrible businessman qui était là pour faire de l'argent sur le dos des pauvres personnes âgées. Et donc, du coup, tout de suite, je me suis positionnée en entreprise sociale et solidaire. Ça n'existait pas encore, mais heureusement, Amand est arrivé après. Et donc, un peu instinctivement, j'ai mis en place cette gouvernance partagée. J'ai associé tous les membres de l'équipe, les auxiliaires de vie, à comment on fait avec les moyens qu'on a pour faire mieux. Et puis, j'ai évidemment, comme on n'a pas de sous dans ce secteur, c'est un peu facile ce que je dis, mais du coup, il y a des écarts de salaire raisonnés et une lucrativité maîtrisée, voire même pas du tout de lucrativité pour le moment. Mais en tout cas, un service à l'équilibre. Voilà, aujourd'hui, c'est quand même c'est plus de 20 000 heures d'aide à domicile par mois, Logivité. Donc, c'est un grand service. Voilà. Et puis, ce souci de l'autre, cet accompagnement de l'autre, et quand je dis de l'autre, c'est évidemment des personnes âgées, mais vous l'avez compris, aussi et beaucoup des salariés. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très, très, très... C'est-à-dire que si j'avais aucune éthique et aucune morale et que mon idée était de développer mon service, je n'aurais pas pu mieux m'y prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout en contradiction avec le développement d'un service. C'est vraiment quelque chose... Alors, ça prend plus de temps, ça prend... Voilà, oui, on ne dégage pas de marge de dingue, voire pas de marge pour le moment, enfin voilà. Mais en tout cas, ça permet de développer quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose où... les gens qui vous rejoignent dans cette aventure, les salariés qui vous rejoignent dans cette aventure, on a l'impression que c'est eux qui ont monté la boîte, quoi, qui sont là. Et j'ai des auxiliaires de vie dans un secteur qui est
qui souffrent de turnover, où le taux où le niveau d'ancienneté est très faible, et ben moi j'ai des auxiliaires de vie qui sont avec moi depuis le début de cette aventure. Heureusement, j'ai pas un turnover de fou, parce que comme on n'arrive pas à recruter, ben, si en plus les gens partent, ben, on peut plus accompagner les gens. Donc de prendre soin de son équipe, d'essayer de mettre en place des choses qui sont en adéquation avec ce qu'on ressent vraiment. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que ça permet vraiment de développer son service. Et j'ai envie de dire, même si après les gens partent, c'est pas grave en fait. Vous voyez, on met en place des formations d'aide-soignante. Enfin, on permet aux gens de partir en formation d'aide-soignante. Je n'ai pas de poste d'aide-soignante dans mon service. Les gens me disent, mais t'es dingue, Daphna, avec les problèmes de recrutement qu'on a, d'accepter de laisser partir les gens dans cette formation, parce qu'ils vont très facilement ensuite trouver du travail ailleurs, etc. Eh bien, figurez-vous que 50% des femmes qui ont un diplôme d'aide-soignante par ce biais-là restent dans mon équipe. Donc du coup, elles restent comme auxiliaires de vie parce que je n'ai pas de poste d'aide-soignante. Et celles qui partent, c'est qu'elles ont vraiment besoin de partir, c'est que ça y est, elles ont fait le tour de ce qu'elles avaient à apporter, de ce qu'elles avaient à apprendre. Voilà. Donc du coup, vraiment, je vous encourage, si un jour, si votre projet c'est d'entreprendre, de le faire comme ça, parce que c'est un vrai moyen durable et bénéfique pour l'entreprise que vous avez lancée. Et je vais vous donner un tout petit conseil que m'a donné ma fille, qui me disait, mais tu sais, maman, si tu peux pas devenir végétarienne, tu peux devenir flexi-végétarienne. C'est déjà pas mal. Donc vous pouvez être flexi-ESS aussi. Vous pouvez vous dire, bon, ça et ça, c'est trop compliqué pour moi, mais ça et ça, c'est pas mal, je peux le faire tout de suite. On n'est pas obligé tout de suite de se lancer dans un truc qui est très, très gros. Mais en tout cas, ne lâchez jamais ce qui vous anime vraiment en vous disant bah, c'est antinomique, je ne pourrais pas développer mon entreprise si je maintiens ça. Voilà. Merci. Je suis encore une fois tout à fait d'accord sur le principe ce qu'on appelle le premier petit pas possible. C'est qu'à un moment, il faut démarrer. L'injonction à la perfection, surtout dans ces domaines-là, elle met une pression et puis elle n'est pas du tout saine. Donc il faut simplement se lancer et essayer d'avoir le meilleur impact possible. Comment le mesurer? Alors on va peut-être déjà poser la question du pourquoi le mesurer. Je pense qu'il y a une raison externe et une raison interne. La raison interne, tu en as parlé, Daphna, c'est la marque employeur. On peut raconter des choses. Beaucoup de gens singent les codes de l'ESS pour expliquer qu'ils ont un engagement qui n'est au final pas réel. Donc l'importance de mesurer, elle est de justifier de ce qu'on fait, de justifier de son niveau d'engagement et de justifier de toutes les mesures qui sont prises pour essayer d'aller dans le bon sens. Encore une fois, c'est des temps qui sont très longs. On a tous des entreprises qui datent de plusieurs années et je pense qu'aucun ici n'estime avoir abouti. Tout le monde pense que le chemin reste encore assez long. Donc c'est un chemin qui est permanent. C'est des constructions qui sont sur des temps qui durent énormément. Après, le comment mesurer, le choix qu'on a fait chez Clini, c'est alors pourquoi déjà on l'a fait aussi, c'est les gens nous demandaient qu'est-ce que concrètement vous faites de mieux. Donc on a été obligé de le formaliser. Donc on a créé un score en interne qui s'appelle le Good Cleaning Index qu'on est en train d'étoffer, d'améliorer. Et encore une fois, c'est un chemin qui est très long. Et en externe, parce qu'on a souhaité bénéficier du marketing et de la compétence d'un label, on a choisi le label B Corp. Donc on est en cours de labellisation. Encore une fois, c'est étant très long, ça fait 3 ans qu'on est dessus. C'est très engageant, et en revanche, c'est très structurant. Ça permet à l'entreprise d'embarquer l'ensemble des salariés dans un projet, de le formaliser, d'en faire une roadmap, en tout cas de faire un planning clair sur ce qu'on va faire et de le redescendre de manière très concrète. Donc ça embarque les collaborateurs, ça permet de rendre très tangible des valeurs qui sont promues au niveau de la vision de l'entreprise. Donc la vision devient un plan d'action et c'est aussi très concret vis-à-vis des clients. Ça permet une chose que je trouve une externalité positive qui est très bonne, c'est que ça fédère aussi vos clients autour de vos valeurs. Donc au final, vous n'avez plus ce désalignement d'aller chercher des clients qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs. Vous allez plutôt naturellement vers des gens qui vous ressemblent et c'est très sain au niveau, de manière très pragmatique, niveau business également. Donc la stratégie, quelle est la stratégie et comment elle contribue au développement ?
Alors moi, juste ce que j'aime beaucoup aussi dans vos remarques, et là où on se rejoint, c'est qu'en fait, on fait tous le constat que si on voulait être rentable dès le début et que ça soit la machine à cash, on ne serait pas dans l'économie sociale et solidaire. Donc à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Nous, les cafés joyeux, un café-restaurant classique peut mettre 2-3 ans à atteindre l'équilibre. Nous, c'est plutôt 4-5 ans. Donc à un moment donné, on a besoin de ce temps. Le temps, c'est de l'argent, et donc on a besoin de financer. On ne peut pas créer de l'impact sans valoriser cet impact pour pouvoir aussi expliquer ce qu'on fait et légitimer peut-être des coûts supplémentaires. Enfin, je pense que ça, c'est important parce que parfois, des grandes entreprises nous demandent, veulent référencer notre café. Mais oui, notre café, il est un peu plus cher. Oui, parce que notre café, on a fait le choix d'un positionnement plus cher. Et donc, en fait, on n'a rien sans rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est suffisamment mature dans l'ESS pour se le dire. Stratégie d'engagement. Chez Joyeux, la stratégie d'engagement, elle consiste vraiment à faire corps autour de nos équipiers joyeux en situation de handicap et à vraiment être impliqués. Tous les salariés du siège vont régulièrement dans les cafés. Le week-end prochain, on sera présent dans la cour d'honneur de l'Élysée pour servir du café joyeux. On est très fiers, ça fait plusieurs années que l'Élysée nous appelle pour les journées du patrimoine. Ce n'est pas seulement les équipiers qui seront présents, c'est bien tous les salariés. Donc voilà, dans cette stratégie d'engagement, il y a vraiment cette idée de cohésion, cette idée de formation, et ça, c'est très important pour nous. Alors, moi, je n'avais pas vraiment de stratégie, hein, vous l'avez compris. Donc, ça partait de quelque chose d'assez simple, en fait, c'était donc d'accompagner les gens. Et j'ai compris qu'il y avait aussi un autre sujet, c'est que moi, les auxiliaires de vie qui travaillaient avec moi étaient des travailleurs isolés. C'est un problème aussi que tu rencontres. Et donc, mon sujet était de faire en sorte que même si elles étaient seules au domicile des gens, qu'elles ne se sentent jamais seules, qu'elles se sentent toujours entourées, accompagnées d'une équipe avec un fonctionnement très horizontal, où en fait chacun reprend un peu sa marge d'autonomie, surtout qu'on leur confie les gens en perte d'autonomie. Enfin voilà, c'est complètement absurde si elles n'ont aucune marge de manœuvre. Donc moi, mon idée, ça a été vraiment ça. Et je me suis mise au jardinage il y a quelques années. Je vous raconte plein de trucs qui n'ont rien à voir, mais du coup, j'ai découvert la permaculture. Bon, je ne suis pas très douée, je fais des trucs mais je trouve que le principe de la permaculture dans l'agriculture est extrêmement intéressante et que finalement, on peut aussi le transposer sur nos métiers humains. Parce que l'idée, c'est de prendre soin de tout le vivant et que quand le vivant va bien, eh ben, ça décuple en fait des bonnes choses du potager, etc. Il se passe des trucs incroyables, il y a des interactions entre les plantes qui se protègent, etc. Et ben, je pense que dans nos entreprises, et particulièrement quand on s'occupe des humains, cette interaction entre les gens, elle est aussi vraie. Et en fait, je me sens un peu une âme de permaculteur dans mon quotidien social et veiller à ce que le vivant, donc les personnes qui accompagnent, qui sont accompagnées, les aidants, les partenaires, parce qu'on n'est jamais seul à intervenir auprès des personnes qui nous sont confiées, les soignants, les accueils de jour, les assistantes sociales qui nous les confient, etc. Tout ce petit monde vivent en harmonie et se sentent intégrés, reconnus, respectés, dont la parole compte, etc. Et ça, voilà, je ne sais pas si en termes de stratégie ça vous aide beaucoup, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment énormément aidé à développer ce service et à accompagner pas trop mal les personnes qui nous sont confiées, parce que je ne voudrais pas vous brosser quelque chose d'idyllique. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Les personnes pour qui on travaille, qui auraient besoin de 5-6 heures par jour, ne bénéficient que d'1 ou 2 heures par jour, au mieux. Donc, on est loin de faire quelque chose de super. Mais avec les moyens qui sont les nôtres, et avec ce système comme ça de liens les uns et de bienveillance avec les autres, eh ben, on y arrive quand même. Moi, sur la stratégie, j'ai une croyance assez forte, c'est que toute stratégie part d'une vision et que toute vision s'appuie sur des valeurs. Et donc, on a beaucoup investi là-dedans sur comprendre chez Cligny ce qu'étaient nos valeurs. Et du coup, la traduire en vision et derrière, en faire une stratégie de développement. Il me semble vraiment primordial de
de partir de là et du coup d'essayer de promouvoir et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et d'ailleurs de co-construire avec les collaborateurs ce que c'est que la vision de l'entreprise et du coup cette stratégie d'engagement. C'est extrêmement vertueux à terme, comme on le disait, en termes de rétention, de fidélisation, de marque employeur in fine. Je pense que construire une stratégie sans avoir fait ce travail en amont, c'est extrêmement dangereux. Simplement plaquer un plan d'action sans vraiment avoir parfaitement réfléchi à la mission en amont est un risque. Ensuite, le suivre, c'est un effort quotidien. La vision d'une entreprise peut rapidement être galvaudée. Il ne faut surtout pas, évidemment, la mettre en balance avec l'aspect économique. On l'a évoqué. Le fait d'être engagé est souvent un frein et souvent un désavantage compétitif par rapport au reste de la concurrence. En tout cas, dans notre domaine et dans d'autres, c'est réellement le cas. Il faut garder cette foi et cette mission de se dire pourquoi je fais les choses et pourquoi je me lève le matin. Chez Clini, on a mis en place un principe qu'on appelle le triple bilan, c'est-à-dire de mettre à niveau égal les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Et donc systématiquement, quand une décision est prise, en tout cas on l'essaye, de prendre cette décision à l'aune de quel sera l'impact économique, mais également quel sera l'impact sur le niveau social et le niveau environnemental. C'est pas toujours facile, il faut essayer de le mesurer. C'est parfois des maux de tête dans les prises de décision, mais globalement, et in fine, moi à titre perso, ma vision c'est de dire dans 50 ans, quand je me retournerai, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai essentiellement gagné du pognon ou est-ce que j'ai eu un impact et essayé de faire les choses de la meilleure manière en phase avec mes valeurs et celles de l'entreprise. Après, c'est évidemment quelque chose de très personnel et qu'il faut essayer de porter avec beaucoup d'humilité et pour soi et par soi et construire avec l'ensemble des collaborateurs. Alors on en a parlé, hein, évidemment, le changement de modèle économique. On l'a dit, on a dit que si on voulait que nos différents projets soient une cash machine, on ne serait pas là et on ne ferait pas partie de l'ESS. Donc effectivement, nous, le fondateur des Cafés Joyeux dit souvent qu'il a voulu réconcilier la performance économique avec l'humain et le social. Et il y a quand même vraiment une croyance dans la possibilité de tout être humain de créer de la valeur. Donc la rentabilité et la création de valeur ne sont pas des gros mots. On a besoin, nous sommes avant tout des entreprises ordinaires. Et pour assurer la pérennité d'une entreprise, ça passe par de la rentabilité, l'équilibre et même des bénéfices pour pouvoir réinjecter, réinvestir. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, nous, Cafés Joyeux, nous sommes détenus par un fonds de dotation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'actionnaire individuel. Tous les bénéfices sont réinjectés dans le projet et dans d'autres projets d'inclusion. Et c'est ça, je pense, qui est le plus vertueux. On en a parlé, chacun avec nos projets. C'est vraiment de se dire qu'on met le cœur de nos actions dans l'humain. On croit profondément que des personnes, avec toute la bienveillance, la confiance, les encouragements, peuvent s'épanouir, créer de la valeur, accéder à des emplois et vraiment pouvoir sortir par le haut, être épanoui. Et tout ça, c'est un vrai cercle vertueux. Mais forcément, derrière, il faut changer les logiques économiques, on en a parlé, et il faut accorder beaucoup plus d'importance au temps long, à la formation. On l'a dit aussi, nous, on a notre propre centre de formation. Et on ne peut plus raisonner de manière économique avec le temps court et le temps du cash flow rapide. On traverse ces dernières décennies des crises majeures, puis il y a une accélération terrible là, de ces crises. On a eu la crise récemment sanitaire, et puis on a eu une crise quand même sociale à travers les émeutes il y a quelques mois, et puis on a une crise du climat terrible. On voit bien là cet été comment ça s'est passé. Donc je crois que les chefs d'entreprise et les dirigeants ont chacun à leur manière une responsabilité et un début de solution dans ces crises. Il faut qu'on soit moteur et qu'on puisse proposer aux personnes qui travaillent avec nous un projet tenable d'une vie meilleure, de perspectives de vie heureuse avec sa famille, de vacances. Enfin voilà, je crois, on ne peut pas tout changer, mais on peut changer ce qui nous incombe directement.
Enfin, voilà, il ne s'agit pas de tous les gens. Mais en tout cas, moi, je me sens terriblement responsable des gens qui travaillent avec moi. Et on essaye voilà, de proposer un vrai projet dans lequel on peut avoir une vie et professionnelle et personnelle heureuse, épanouie, dans lequel on peut se projeter. Donc, il y a ça. Il y a cette idée aussi que j'aime beaucoup, que tu as dit d'une certaine façon, qui est on est des entreprises classiques et du coup, on utilise la réactivité, la créativité, l'inventivité de ces entreprises classiques avec un modèle, disons, un peu dans l'idée qu'on s'en fait, en tout cas, d'une association. Et donc, du coup, j'ai l'impression que nous sommes des entreprises hybrides, qu'on est dans quelque chose où on mélange les genres et on va chercher dans chaque modèle les choses qui nous vont et qui nous ressemblent pour créer autre chose d'encore plus efficace au service de la société et de ce qu'on développe. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de constater que ça fonctionne. Je me suis souvent posé la question de savoir comment bien construire mon entreprise dans une optique de valorisation du modèle économique et également, on en parlait, du modèle social et environnemental. Effectivement, dans l'ESS, il y a souvent des grands débats sur est-ce que l'argent est un gros mot, est-ce qu'il faut des débats parfois houleux. L'argent, c'est le socle, en tout cas quand on est une entreprise, c'est le moyen qui nous permet de faire des choses. Donc pour moi, le sujet, c'est plutôt quand il y a profit, qu'est-ce qu'on en fait ? Je suis absolument convaincu que l'argent n'est qu'un moyen utile. Effectivement, quand on n'en a pas, c'est très compliqué ou quand on en manque, il est très compliqué de réfléchir à autre chose. Ensuite, quand on arrive à en générer, se poser et systématiser la question de savoir ce qu'on en fait et essayer de redistribuer au maximum me paraît être un impératif. Effectivement, dans le contexte actuel, je pense que chaque entrepreneur a une mission. J'ai la chance de faire partie de pas mal de clubs d'entrepreneurs et je déplore systématiquement de voir actuellement comme encore les anciens modèles de réflexion sont encore trop systématiques, trop tournés vers un strict enrichissement personnel. Et je pense que désormais, alors j'aimerais, et c'est certainement un vœu pieux, mais qui malheureusement pourrait ne pas aboutir, que systématiquement les gens se tournent vers des modèles dont l'objet n'est pas la thésaurisation absolue, mais potentiellement essayer d'avoir un impact sur le social et sur le climat qui soit positif. Je me pose la question du politique également, de savoir s'il faut légiférer sur le sujet pour imposer le principe de triple bilan, par exemple, de savoir si l'État a un rôle à jouer dans le fait de systématiser et d'imposer le niveau de conscience nécessaire pour savoir ce qu'on doit faire de ses profits. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, malheureusement. Merci à tous pour votre écoute. On arrive à la fin de cette table ronde et on vous laisse la parole si vous avez des questions. d'avoir des modèles d'affaires qui soient durables
Donc la question, c'est comment est-ce qu'on combine la finance historique, capitaliste et les... Alors nous, enfin, tout petit exemple, c'est notre petite pierre, enfin, la manière dont on voit les choses, c'est toutes les entreprises, on a à la fois des entreprises qui sont mécènes, puisque on a un double modèle, on est à la fois, donc je vous l'ai dit, on est détenu par un fonds de dotation, donc tout est réinjecté dans le projet. Et quand on ouvre un café joyeux dans les régions, nous avons des mécènes qui nous aident pour financer les travaux, le droit au bail. Et ça, c'est pour notre développement. Et en parallèle, je vous expliquais que nous avons notre propre marque de café pour là assurer le bilan et l'équilibre des comptes sur les cafés qui sont déjà lancés pour les aider à être à l'équilibre. Donc c'est en vendant du café aux entreprises qu'on arrive à l'équilibre opérationnel. Les entreprises, nos grandes entreprises clientes, vous parlez de la finance, on a des grandes banques, elles nous demandent chaque année, elles nous disent, bon voilà, on a cette année acheté 3 tonnes de café. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact, qu'est-ce que ça nous a permis au sein de Café Joyeux? Et donc, au-delà de l'impact social qu'on mesure, je vous en parlais avec tout le travail qu'on fait avec les SEC, on est aussi en train justement de se dire, OK, comment on convertit des kilos de café en ce que ça nous a permis d'assurer au niveau rentabilité pour arriver à l'équilibre, donc à pérenniser, combien de salaires d'équipiers on a pu payer. Voilà, donc c'est des choses très concrètes pour que les entreprises puissent finalement justifier de leur engagement auprès d'entreprises comme les nôtres, qui sont effectivement, on le disait, peut-être Clini, en termes de services, sur des positionnements de prix sans doute plus chers que des entreprises qui arriveraient avec des niveaux, évidemment, juste pour prendre des marchés et sans avoir une logique de développement durable. Alors là où on va encore plus loin, c'est qu'effectivement, la vocation de Café Joyeux, c'est d'ouvrir des cafés-restaurants dans les villes, donc des cafés-restauration commerciales. Et on a certaines entreprises dans lesquelles on va encore plus loin, où on propose d'avoir leur propre Café Joyeux comme restauration auprès de leurs salariés, avec des équipiers joyeux en situation de handicap qui sont au quotidien auprès des salariés. Voilà. Moi, j'ajouterais juste que je pense qu'il y a un sujet d'évangélisation et c'est un effort quotidien de parler, pour ça qu'on est là aussi, et après d'être présent sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois un peu rébarbatif et on a le sentiment de se répéter, mais je pense que c'est nécessaire dans tous les domaines. Effectivement, comment est-ce qu'on angle et comment est-ce qu'on influence le choix d'un acheteur, d'une entreprise à travailler et à essayer de s'investir dans ces sujets-là. C'est un effort permanent. Après, on parlait de la finance. Moi, je remarque la création de plus en plus fréquente de fonds à impact. Alors, vrai ou pas, la question reste ouverte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. Les acheteurs sont aussi un peu plus sensibilisés, même si en période de crise, ils reviennent un peu sur certaines décisions parfois. Mais voilà, moi, j'aime bien le parallèle avec les métiers du textile, parce que c'est très concret. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète un vêtement, on essaie de faire attention à la provenance de certains des matériaux pour être sûr qu'on ne participe pas à une... et dans le service, c'est moins facile déjà d'être au courant des sujets et ensuite de faire un choix clair. Donc c'est le rôle des dirigeants de sensibiliser par secteur, par typologie de secteur, sur l'impact de leur action d'achat. Pas facile. Et puis pour le coup, je me dis que là, ça serait quand même... Parce que là, nous, on est juste, c'est pour la gloire. Hein. En fait, c'est pas... En fait, il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucun intérêt fiscal ou je ne sais pas quoi à être ESUS, si ce n'est que d'être bien dans nos baskets, quoi, en vrai. Et donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, je ne sais pas qu'il faut faire des malus à ceux qui ne sont pas ESUS, mais en tout cas, faciliter un peu la vie des entreprises qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, avec des éléments un peu objectifs, que les trucs de marché, les appels à projets, tout ça, ce soit d'abord pour les entreprises vertueuses. Enfin, voilà, et je pense qu'il
Et puis, en plus, je pense qu'on peut assez facilement embarquer la société derrière un projet comme celui-là. C'est un projet qui a du sens. J'ai une question peut-être à tous. Si on prend les nouvelles normes CSRD qui s'appliquent maintenant aux entreprises, qui vont s'appliquer, moi en tant qu'entreprise, j'ai intérêt à travailler avec des fournisseurs vertueux en termes d'environnement, parce que s'ils émettent beaucoup de CO2, ça va me pénaliser au titre du scope 3. S'ils émettent moins de CO2, je vais en bénéficier. Par contre, il n'y a pas cet équivalent, à ma connaissance, au niveau social. C'est-à-dire que je n'ai pas intérêt à avoir recours justement à Clini, alors je mets un peu de côté, puisque je pense que vous ne travaillez pas avec les entreprises directement, mais voilà, comment on a joué, parce que voilà, je n'ai pas intérêt à faire travailler. Si vous l'aurez demain, parce que la CSRD sur le volet social, les ESRS sociaux, vous avez quand même un sujet de travailleurs sociaux sur toute votre chaîne de valeur, et donc les employés qui nettoient vos bureaux ou qui nettoient les bureaux de votre fournisseur ou de vos clients demain, vous serez obligé de les traiter sur le droit au travail et sur plein de choses. Donc demain, via la CSRD, vous serez obligé, et je nous souhaite à tous, de faire le tri et de travailler, d'avoir peut-être un plus à travailler effectivement avec Clini plutôt qu'un autre acteur qui va avoir le même regard envers ces employés. Et je trouve que ça ne va pas assez loin. Ah, je suis d'accord. C'est-à-dire que je serais pénalisé si je travaille avec des entreprises qui maltraitent, ne respectent pas les droits humains, etc. Mais est-ce que... vous n'aurez pas de bonus ni de voilà, prime à c'est ça. travailler. Je ne vais pas inciter au développement d'entreprises comme les vôtres, pas plus que je serais moi-même incité à employer des salariés en situation de handicap. Déjà qu'aujourd'hui, une question qui touche un petit peu les critères de l'âge, on est très loin, c'est quand même un peu le minimum. Aujourd'hui, c'est absolument pas pris en compte dans tous les calculs. Il n'y a pas d'indicateur sur la vertu des entreprises en matière d'âge. Ça n'existe pas. Sauf si, alors, elle affiche des choses de manière un peu trop flagrante. Mais au contraire, on met en avant la jeunesse de l'entreprise. Voilà, ça, c'est autorisé. Alors, j'imagine sur les critères qui sont les vôtres, qui sont encore plus exigeants, je pense qu'on en est très loin. Alors, chez Café Joyeux, effectivement, là, vous avez raison, c'est qu'on a des entreprises qui, quand nous appellent, nous disent on voudrait vous acheter du café, mais alors, est-ce que c'est déductible ? Donc, en France, on est toujours à se dire comment est-ce qu'on va pouvoir baisser la taxe. Au contraire, c'est l'inverse de la démarche vertueuse qui devrait, effectivement, vous avez raison, valoriser les choix d'entreprise pour plus de social et d'environnemental. Il y a des débats en cours. Nous, effectivement, quand on est une entreprise ordinaire, on ne fait pas bénéficier de la taxe AGFIP, enfin de la baisse de la taxe AGFIP quand on achète du Café Joyeux auprès de Café Joyeux. On travaille avec ces entreprises à développer la communication, la marque employeur, avec effectivement cocher la case RSE, on en a parlé avec des entreprises qui sont plus ou moins sincères dans leur démarche, mais on voit quand même, et je pense que ça, il faut qu'on reste tous optimistes. Si on est là sur ProDurable, c'est aussi pour ça. Un avant-après, je trouve, cette crise sanitaire, où on se dit que voilà, on doit travailler quand même sur le long terme, on doit travailler pour l'environnement, on doit travailler pour le social. Espérons effectivement qu'il y ait des lois qui passent, qui imposent un peu plus de cadre sur ces sujets. Je vois qu'il est 13h17, du coup cette table ronde touche à sa fin. Merci pour votre écoute et vos questions. Merci. Merci Aude et merci Datna.